Mediapart Live continue au rendez-vous des idées économiques cette fois-ci, puisque nous recevons Gabriel Zucman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et vous êtes co-auteur avec Emmanuel Saez du Triomphe de l'injustice, un ouvrage d'abord publié en anglais et qui vient d'être traduit en français, qui est sorti ce mois-ci aux éditions du Seuil. Et je vous interroge ce soir avec mon collègue Romaric Gaudin, qui traite des questions économiques sur Mediapart. Alors, on va rentrer dans les thèses du livre. Pour résumer les choses, vous documentez une dérive inégalitaire et oligarchique aux États-Unis en termes de richesse, de pouvoir politique. On va tout de suite regarder un graphique qui est présent dans le livre et qui donne un peu une bonne idée de votre sujet, où on voit comment le taux d'imposition, donc la fiscalité aux États-Unis, eh bien, est resté plutôt stable pour les 50% qui gagnaient le moins d'argent dans la population américaine. Et en revanche, c'est des taux d'imposition qui, historiquement, sur les dernières décennies, ont vraiment dégringolé pour les 400, là on parle de seulement 400 ménages, les 400 ménages américains les plus riches. Alors, à l'heure où on se parle, parce qu'évidemment, l'actualité fait aussi notre miel à Mediapart. À l'heure où on se parle, Bernie Sanders est en tête de la course pour l'investiture démocrate à la présidentielle face à Trump. Est-ce que pour vous, son ascension, c'est comme une sorte de réaction du corps politique, en tout cas pour l'instant du corps politique démocrate, à cette dérive-là que vous documentez dans le livre ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les Américains en ont assez, pour le dire simplement, de la dérive inégalitaire et quasi oligarchique, en effet, qui a amené Donald Trump au pouvoir. Donc juste quelques chiffres pour bien rappeler l'évolution des inégalités aux États-Unis. En 1980, les 1% les plus riches gagnaient 10% du revenu national. Aujourd'hui, 20% du revenu national. 2 fois plus. 2 fois plus. Si on regarde les classes populaires américaines, c'est-à-dire les 50% des Américains avec les revenus les plus faibles, la moitié de la population, c'est l'inverse. Ils gagnaient 20% du revenu national en 1980 et aujourd'hui à peine plus de 10%. Donc 2 fois moins. 2 fois moins. Deuxième chiffre qui est frappant, c'est si on regarde le revenu réel des classes populaires américaines. Donc, on prend la moitié de la population et on calcule leur revenu moyen annuel par adulte. En 1980, ces classes populaires gagnaient en moyenne 18 000 $ en dollars d'aujourd'hui, ajustés de l'inflation, par adulte par an. Et aujourd'hui, elles gagnent en moyenne 18 500 $. Donc il y a une quasi-stagnation du revenu pour les classes populaires américaines sur 4 décennies. La moitié de la population qui a été exclue de la croissance américaine. Pour le dire autrement, les réformes réganiennes des années 80 avait été proposée au nom de la théorie du ruissellement, l'idée que finalement, en baissant les taux d'imposition sur les très riches, en dérégulant la finance, en dérégulant le marché du travail, tout cela allait finir par profiter, in fine, aux plus démunis, aux classes populaires, aux classes moyennes. Mais dans les chiffres, là, le bilan qu'on peut en tirer, c'est qu'on ne voit aucune trace de ruissellement, puisqu'il y a eu cette quasi-stagnation des revenus des classes populaires. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, qu'on peut comprendre le succès d'une candidature comme celle de Bernie Sanders. Alors, il est loin d'avoir gagné, on n'est qu'au début des primaires, il est en bonne position, mais en fait, tout est encore très ouvert au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, lui, son pari, c'est que, in fine, en mettant un peu la barre à gauche, c'est-à-dire en proposant une plateforme économique, fiscale, plus redistributive, davantage de justice économique, justice climatique, il va réussir à mobiliser, à remobiliser les abstentionnistes. Parce qu'il y a près de 50%... Toute une partie de l'électorat qui ne votait plus, et parce que les politiques étaient toujours les mêmes. Exactement, 50% d'Américains qui ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés ni par ce que propose Donald Trump, ni par ce que pouvait proposer le Parti démocrate sous Clinton ou Obama. Et donc, lui, voilà, son pari, c'est de mobiliser les abstentionnistes. En particulier, les taux d'abstention sont très élevés chez les classes populaires, les jeunes, les minorités, et que ça va plus que compenser la perte de voix chez des électeurs plus centristes. Donc, l'avenir dira si ce pari... Et on précise d'ailleurs que Bernie Sanders se targue que son financement de campagne vienne davantage de petites donations
que évidemment des grosses multinationales et des milliardaires qui financent les autres candidats, voire qui sont candidats eux-mêmes. Mais sur les causes de cette dérive, Romaric avait une intervention. Je pense qu'on va voir donc un autre graphique qui va nous donner une autre vision de cette réalité, hein, ce que vous décrivez comme une forme d'immense flat tax, en fait, qui fait que tous les Américains, quel que soit finalement leur niveau de revenu. Et là, on a la répartition du taux d'imposition moyen d'abord par décile, donc par groupe de 10% de la population, distribué selon leurs revenus, et puis pour les plus riches, de façon plus fine. Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, tout le monde paye entre 25 et 35%, et que la partie la plus imposée, finalement, est à peine plus imposée, on va dire, que la partie la moins riche de la population. Et que donc, effectivement, on a un effet anti-redistributeur, hein, de la fiscalité américaine. Alors, comment est-ce que, selon vous, enfin, dans votre analyse, comment on en est arrivé à cette réalité-là, à avoir justement cette fiscalité anti-redistributive, alors qu'on l'oublie, mais en fait, pendant longtemps, la fiscalité aux États-Unis a été très redistributive. Oui, alors il faut déjà repartir de la tradition de progressivité fiscale aux États-Unis qui a dominé des années 30 à la fin des années 70. Donc pour rappeler les chiffres, en moyenne, entre 1930 et 1980, le taux marginal supérieur d'imposition sur les plus hauts revenus était de près de 80%, le taux marginal supérieur d'imposition sur les plus hautes successions de 77%, les bénéfices des sociétés étaient imposés à 50% dans les décennies d'après-guerre, donc des taux d'imposition élevés sur les plus riches, pour bien se rendre compte de jusqu'où ont été les États-Unis en matière de progressivité fiscale. Il faut se rappeler du discours de Franklin Delano Roosevelt au Congrès en 1942, où Franklin Roosevelt va au Congrès et il dit « Écoutez, moi je pense qu'aucun Américain ne devrait avoir un revenu après impôt de plus de 25 000 $ de l'époque, ce qui est l'équivalent d'1 million de dollars d'aujourd'hui. Et je propose donc, dit-il, de créer un nouvel impôt de 100% sur tous les revenus au-delà de 25 000 $. Alors là, les parlementaires américains hésitent un petit peu, mais ils se mettent d'accord sur 93%, ce n'est pas trop loin de 100%, et ce taux de 93% reste en vigueur jusque dans les années 40, la fin des années 40, les années 50, au début des années 60, donc dans des administrations à la fois démocrates, républicaines, sous Eisenhower. Il y a un consensus au milieu du XXe siècle aux États-Unis derrière l'idée d'utiliser le système fiscal pour réguler les inégalités. Et d'où vient ce consensus ? Il vient d'une idée ancienne, profondément ancrée aux États-Unis, qui remonte au moins à la Révolution américaine, qui est l'idée que la richesse, c'est le pouvoir, et donc une concentration trop extrême des richesses signifie une concentration trop extrême du pouvoir économique, bien sûr, mais aussi du pouvoir d'influencer les politiques publiques, du pouvoir d'influencer l'idéologie. C'est ce qu'on retrouve chez Sanders, hein, d'ailleurs, en ce moment. C'est ce qu'on retrouve chez Sanders, c'est ce qu'on retrouve même chez les pères fondateurs américain, James Madison, le père de la Constitution américaine, qui pourtant est encore un héros pour les conservateurs d'aujourd'hui. Lui, il écrit à la fin du XVIIIe siècle, le rôle des partis politiques doit être d'empêcher l'accumulation de richesses immodérées par quelques individus dans la société. Alors ça, c'est la tradition de progressivité fiscale aux États-Unis, et la rupture a lieu pour l'essentiel au début des années 80, avec l'élection de Ronald Reagan, qui, quand il rentre à la Maison-Blanche en 1981, prononce ce célèbre discours « Le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement, c'est le problème ». Et alors là, ce qui se passe, c'est que ce discours légitime les forces de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale. Et on voit l'évasion fiscale exploser dans la première moitié des années 80, si bien qu'en 1986, toutes les élites intellectuelles et politiques de Washington sont convaincues finalement qu'il est devenu impossible de taxer les plus riches et que la seule solution consiste à baisser leurs taux marginaux d'imposition et puis peut-être à supprimer certaines niches fiscales pour compenser le manque à gagner. Et c'est comme ça que Reagan parvient à faire voter sa grande réforme fiscale de 1986 dans un contexte où le Congrès est à majorité démocrate. Et donc non seulement il vote cette réforme passe avec l'accord des démocrates, mais 97 sénateurs sur 100 votent la réforme fiscale de Reagan, donc y compris Joe Biden, qui était sénateur à l'époque, Al Gore, John Kerry, Ted Kennedy, enfin toutes les figures qui allaient dominer le Parti démocrate dans les décennies suivantes et dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui. Et si on veut comprendre cet épisode, ce que révèle cet épisode, c'est un véritable défaitisme quant à la possibilité d'avoir une fiscalité progressive. Et moi, je suis frappé par le parallèle entre la situation des États-Unis
à cette époque-là, ce pessimisme, ce défaitisme qui permet le vote de la réforme fiscale de Reagan et la situation actuelle en France et en Europe. Alors, on va venir avec Romaric sur la question de la France et de l'Europe, parce que le bouquin parle beaucoup des États-Unis, mais c'est une sorte d'alerte en disant faisons attention à ce que ça ne prenne pas le même chemin extrême en Europe et voire allons plutôt à l'inverse. Une dernière question quand même sur les causes en fait, de cette dérive oligarchique. Vous avez été proche, vous avez travaillé avec Thomas Piketty, qu'on a reçu ici même, et qui dans son dernier livre donne beaucoup de place à l'idéologie, à des idéologies qui justifient les inégalités. Est-ce que vous vous placez aussi sur le terrain comme ça de la victoire des idées? C'est aussi une thèse qu'on a beaucoup entendue. En gros, voilà, c'est une victoire intellectuelle des économistes néolibéraux. Ou est-ce que vous ne mettez pas aussi l'accent sur des intérêts beaucoup plus prosaïques et matériels, enfin des intérêts de classe, pour dire les choses clairement, qui utilisent tous les moyens culturels, législatifs, de pression pour poursuivre leur intérêt de détenteurs de capitaux? Oui, non, mais je pense que les deux visions sont correctes et sont loin d'être incompatibles, mais on insiste pas mal dans le livre sur le fait que, en fait, derrière tous les grands épisodes de déclin de la progressivité fiscale, il y a toujours deux aspects. Il y a toujours un aspect idéologique, effectivement, donc dans le cas de Reagan, ça peut être la théorie du ruissellement, bon. Et puis il y a toujours un aspect, comment dire, de sentiment d'impuissance, de sentiment de défaitisme, de nihilisme, voilà, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, la concurrence fiscale, la mondialisation, la technologie. On n'a pas le choix. Ce qui conduit des gens, même qui ne sont pas forcément des idéologues de la théorie du ruissellement, comme ces sénateurs démocrates que j'évoquais, à in fine voter pour ce genre de réforme-là. Parce que si on a une vision purement, si on analyse cette réforme purement en disant voilà, c'est l'idéologie, on ne peut pas très bien comprendre pourquoi le Parti démocrate vote si massivement, parce qu'ils n'ont jamais été convaincus. Peut-être certains d'entre eux l'ont été, mais enfin, ils n'ont jamais été des zélotes de la théorie du ruissellement, mais plus, c'est le sentiment d'impuissance. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on peut analyser ce qui se passe en Europe. Pourquoi, par exemple, tous les pays européens ont baissé leur taux d'impôt sur les sociétés les uns après les autres. Cette spirale de la concurrence fiscale qui commence, par exemple, je finis ça, qui commence au Royaume-Uni en 2008, quand Gordon Brown est Premier ministre, et c'est un Premier ministre Labour qui est pas blairiste, qui est plutôt un peu plus à la gauche du Parti travailliste, et pourtant c'est lui qui commence à baisser l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Bon, voilà, Macron fait la même chose en France avec la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Évidemment, Trump fait la même chose aux États-Unis, mais à gauche comme à droite, on est dans ce défaitisme et dans ce sentiment de voilà, les règles de la mondialisation sont ce qu'elles sont, elles sont inaltérables. Il n'y a pas d'autre mondialisation possible que celle qui se caractérise par cette forme très négative de concurrence internationale, de dumping fiscal, de course au moins-disant fiscal. Revenons-en à la France. Oui, ça se traduit très bien dans le discours effectivement d'Emmanuel Macron, qui appelle à voir le monde tel qu'il est dans son livre Révolution, et qui a justifié notamment la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, en disant je ne redistribue pas de l'argent aux riches, mais je favorise l'investissement productif. Et c'est-à-dire que je retire en fait la taxe sur ce qui pourrait bénéficier à l'économie nationale. Et je voudrais vous faire réagir à ça parce qu'un autre économiste, celui qui a participé au programme d'Emmanuel Macron et qui a conseillé cette suppression de l'ISF, a fait l'éloge de votre livre dans les Échos. C'est Jean Pisani-Ferry, il a fait l'éloge de votre livre. Il a appuyé votre idée d'une taxation sur les plus riches aux États-Unis, mais il a tout de suite dit « Moi, je ne regrette pas l'ISF » et ce que proposent Gabriel Zucman et Emmanuel XVI aux États-Unis, c'est pas l'ISF français. Et donc nous, on a eu raison en fait de supprimer l'ISF français. En gros, ça veut dire taxer les riches, c'est bien aux États-Unis, mais c'est pas bien en France. Est-ce que c'est aussi votre position? Alors, évidemment, la situation française n'est pas la même que la situation américaine. Hein. Donc, il y a des différences. Les inégalités ont augmenté en France, mais pas autant qu'aux États-Unis. Si on remet la France dans le contexte de l'Europe de l'Ouest, j'ai dit aux États-Unis, la part du 1% des plus riches est passée de 10% de revenu national à 20% entre 1980 et aujourd'hui. En Europe occidentale, elle est passée de 10% en 1980, le même niveau qu'aux États-Unis, à 12%. Une augmentation, mais moins forte qu'aux États-Unis. Ceci dit, on aurait bien tort d'attendre que les inégalités augmentent autant qu'aux États-Unis pour se préoccuper de ces questions. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une forte demande de justice fiscale
dans un pays comme la France, pour de bonnes raisons, qui est que la situation d'injustice fiscale qu'on décrit aux États-Unis, avec tout prélèvement obligatoire confondu, un système fiscal qui est comme un gigantesque impôt proportionnel qui devient régressif au sommet, en fait, la situation est la même en France. Quand on prend en compte tous les impôts en France, c'est la même chose, simplement avec 20 points de plus, parce que le taux de prélèvement obligatoire est plus élevé en France. C'est 50% du revenu national, à peu près 30% du revenu national aux États-Unis. Donc vous ajoutez 20 points, mais vous avez la même chose, même courbe. Et d'une certaine façon, la question de la justice fiscale est encore plus importante quand la puissance publique prélève la moitié de toutes les richesses qui sont créées chaque année et redistribue la moitié de toutes les richesses nouvellement créées. Donc on l'a vu au moment, évidemment, du mouvement des Gilets jaunes. Donc nous, on a écrit ce livre pour s'inscrire en porte-à-faux contre le défaitisme. Voilà. Moi, il me semble que j'ai suivi les débats sur l'ISF et l'argument finalement central qui était avancé dans le débat, c'était l'idée que la France ne peut pas être le seul pays ou un des seuls pays au sein de l'Union européenne à taxer les grandes fortunes parce que, voyez-vous, sinon les hauts patrimoines vont s'expatrier en Belgique, en Suisse, etc. Donc, il faut supprimer l'ISF. Alors, moi, c'est ce donc que je questionne et, à mon avis, qui témoigne d'un nihilisme excessif. En l'occurrence, la France peut tout à fait résoudre, en tout cas en partie, ces problèmes d'expatriation fiscale en taxant les expatriés. Donc l'idée, c'est que si vous avez créé une grande fortune en France, c'est très bien, mais c'est en partie parce que vous avez bénéficié des infrastructures publiques, des travailleurs qui ont été formés par des enseignants français. Donc tous les Français ont contribué via leurs impôts à ce succès-là. Donc il n'y a aucun droit naturel à ensuite s'expatrier, fortune faite, et à ne plus payer d'impôts au 1er janvier 2021, dès que vous êtes installé en Belgique ou en Suisse. Donc l'idée qu'on défend consiste à dire, si vous avez été résident fiscal en France pendant 30, 40 ans, vous allez devoir continuer à payer des impôts en France pendant peut-être 5 ou 10 ans, peut-être selon le nombre d'années que vous avez été résident fiscal en France. Et rien ne s'oppose, en fait, pas dans les traités européens, dans quoi que ce soit, à ce que la France... En taxant alors, les États-Unis font... C'est le cas polaire. Donc la France, c'est dès que vous partez, vous n'avez plus rien à payer en France, ce qui me semble trop extrême. Les États-Unis, c'est le cas polaire où, si vous êtes citoyen américain et que vous partez à l'étranger, vous devez continuer à payer des impôts aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours. Ce qui est peut-être un peu trop. Donc, moi, simplement, ce que je dis, c'est qu'on peut envisager un entre-deux, qui est un peu plus raisonnable, mais qui ferait beaucoup de bien parce que résoudrait en grande partie ces problèmes de concurrence fiscale. Donc, pour le dire autrement, l'ISF, il avait ses problèmes. La France avait toléré la concurrence fiscale. La France, pendant très longtemps, avait toléré l'évasion fiscale, la dissimulation des fortunes en Suisse. Les déclarations, c'était de l'autodéclaration, il n'y avait pas de déclaration pré-remplie, vous pouviez mettre à peu près ce que vous vouliez, le contrôle fiscal était très déficient, le nombre de niches s'était multiplié, les mécanismes de plafonnement, donc, et tout un tas de choses qui ne marchaient pas dans l'ISF. Mais la démarche qui me semble la plus rationnelle consiste à dire, bon, regardons les problèmes et essayons de faire mieux et de refonder un impôt sur la fortune qui résolve ces problèmes. C'est ce qu'essayent de faire les candidats américains. Donc je crois que c'est intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Ce que propose Bernie Sanders, par exemple, c'est de créer un impôt sur la fortune qui commence à 32 millions de dollars de patrimoine, avec un taux de 1% entre 32 millions et 50 millions, 2% entre 50 millions et 100 millions, puis le taux monte jusqu'à 8% au-delà de 10 milliards de dollars de patrimoine, donc des taux qui n'ont jamais existé dans quelque impôt sur la fortune que ce soit historiquement. Et juste pour bien se rendre compte de ce que ça représente, un ISF de cette nature, un calcul qui est intéressant consiste à dire qu'est-ce qui se passerait si la France appliquait l'ISF Bernie Sanders. Donc, taxons les patrimoines, disons à partir de 30 millions d'euros, puis on fait monter le taux jusqu'à 8% au-delà de 10 milliards d'euros. Ça rapporterait de l'ordre de 25 milliards d'euros par an, ce qui est 5 fois plus que ce que l'ISF ancienne mouture rapportait. Donc là, ça montre quand même l'ambition de ce qui est proposé aujourd'hui aux États-Unis. Sur un déficit de 40 milliards à peu près aujourd'hui, donc on a quand même une grande partie du déficit qui serait comblée. Tout à fait. Donc c'est des recettes, on est sur plus d'1 point de PIB, 25 milliards d'euros, sur des recettes tout à fait substantielles. Et les arguments qui sont avancés en expatriation, il y a des bonnes réponses. Évasion fiscale, il y a quand même des progrès qui ont été faits en matière d'échange automatique d'informations bancaires. Donc Bercy a beaucoup d'informations qui pourraient nourrir une déclaration pré-rempli. Et puis, un des avantages de commencer un peu plus haut, je ne dis pas qu'il faut que ce soit 30 millions, ça pourrait être 10 millions, 15, enfin voilà, c'est à discuter, mais bien sûr, mais un des avantages de commencer un tout petit peu plus haut dans le seuil dans la distribution des fortunes, c'est que c'est plus facile d'avoir un ISF sans aucune forme d'exonération ou de niche ou de déduction ou de plafonnement. C'est-à-dire que, évidemment, si l'impôt ne concerne que des gens qui ont plus de 10 ou 20 ou 30 millions d'euros, tout le monde comprend que c'est
on parle des ultra-riches, qu'ils ont la capacité à payer des impôts et que donc il n'y a aucune raison de leur offrir quelques niches fiscales que ce soit. Donc ça permet de créer un impôt sans doute un peu plus robuste dans le long terme. Alors, un des éléments de l'injustice fiscale que vous dénoncez, il y a tout un chapitre autour des Bermudes notamment et de l'évasion fiscale. C'est effectivement justement cette évasion fiscale des entreprises et des plus riches. Il y a des discussions en ce moment, notamment à l'OCDE, pour avoir un taux minimal d'imposition qui sera sans doute assez peu ambitieux. Mais est-ce que pour vous, ça vous semble, en dépit du fait que ce taux risque d'être relativement bas, un bon pas ou quelque chose qui va dans le bon sens? Est-ce que ça peut justement être un élément qui vient contrecarrer ce mouvement-là ou est-ce que c'est simplement une bonne conscience qu'on s'achète à peu de frais? Alors, je pense que ça va dans le bon sens, mais c'est trop limité. Donc, c'est vrai que pendant des décennies, l'OCDE n'a fait que parler de la définition de l'assiette taxable, comment on définit les bénéfices et où ils sont imposables. On va rappeler ce que c'est l'OCDE pour ceux qui nous écoutent. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est en charge des questions d'harmonisation fiscale au niveau international. Donc là, par exemple, il y a 138 pays qui font partie du cadre inclusif de l'OCDE où ces discussions ont lieu. Alors, pendant très longtemps, les seules discussions qui avaient lieu étaient au sujet de la définition de l'assiette taxable. Mais jamais, au grand jamais, on ne parlait de taux d'imposition. Donc, on voit très bien le problème. C'est-à-dire, si l'assiette est parfaitement bien définie, mais c'est in fine pour impliquer un taux de 5% comme en Irlande ou 0% comme aux Bermudes, c'est une grande perte de temps. Donc là, l'avantage, c'est que pour la première fois, l'OCDE parle de taux minimal d'imposition. Simplement, comme les accords demandent un consensus, là en l'occurrence de 138 pays, évidemment le taux ne va pas être très élevé, donc on va plutôt être vers un taux de 12,5%, peut-être un peu moins. Moi je pense que ce n'est pas forcément la bonne démarche, c'est-à-dire que évidemment pour résoudre les problèmes fiscaux liés à la mondialisation, il faut des accords internationaux, mais paradoxalement, pour arriver à un accord international, je pense qu'il faut des actions unilatérales. Donc il faut que des pays à la base prennent des mesures ambitieuses. Donc concrètement, une mesure qu'on défend dans notre livre consiste à dire que la France, toute seule, pourrait collecter une partie du déficit fiscal des multinationales. Donc qu'est-ce que c'est le déficit fiscal d'une multinationale? C'est la différence entre ce que cette multinationale devrait payer en impôts si elle était soumise à un certain taux minimal d'imposition pays par pays, mettons 25%, et ce qu'elle paye en pratique. D'accord? Et donc, par exemple, Google a fait 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Bermudes en 2018, où le taux d'imposition est assez modeste, 0%. Donc là, il y a un déficit fiscal. Et l'idée ensuite, c'est que la France pourrait dire, bon, alors, Google, vous avez un déficit fiscal. Si vous faites 10% de vos ventes mondiales en France, on va prélever 10% de votre déficit fiscal. C'est une taxe supplémentaire que vous allez devoir payer en France. Et une approche de cette... Voilà, la France n'a pas besoin d'un accord international. Elle peut tout de suite, au 1er janvier 2021, mettre en œuvre une mesure de cette nature. Et si elle peut démontrer qu'elle peut taxer ces sociétés qui, par définition, payent trop peu, ont un déficit fiscal, moi, je pense que ça peut faire assez vite tache d'huile et qu'ensuite, l'Allemagne, les autres pays appliqueront des mesures de ce genre-là. Et pour finir rapidement, on peut assez vite basculer dans une autre forme de mondialisation. C'est-à-dire que la forme de mondialisation actuelle se caractérise par le dumping fiscal, la course au moins-disant fiscal, la course vers le bas, et on peut aller assez vite vers une course vers le haut, où les pays se mettraient à augmenter leur taux d'imposition. Et donc, il y aurait toujours de la concurrence entre pays, évidemment, mais au lieu de se faire concurrence à coup de baisse d'impôts, les pays se feraient concurrence pour attirer de l'activité économique en offrant les meilleures infrastructures, en ayant la manœuvre la plus qualifiée, donc en investissant dans l'enseignement supérieur, la recherche. Donc une forme de mondialisation qui réconcilierait les peuples avec la mondialisation. Alors, rappelons juste pour finir que Bruno Le Maire a renoncé temporairement, dit-il, mais en tout cas à la taxe GAFA qui était pas tout à fait ce que vous décrivez, mais un premier pas, justement au nom de ces négociations, en réalité sous pression des États-Unis, mais au nom en fait de ces négociations. Il y a un dernier point qu'on voulait aborder, parce que là, vous venez de dresser un scénario plutôt optimiste et qui passe beaucoup par la fiscalité, qui est le cœur de vos recherches, donc il ne s'agit pas de vous reprocher ça. Mais est-ce que, quand même, on ne peut pas se dire que juste l'arme de la fiscalité corrige a posteriori les inégalités qui ont été créées dans le fonctionnement de l'économie, dans le fonctionnement de l'économie capitaliste? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions, des pistes pour agir sur les inégalités qui les attaquent davantage à la racine? Oui. Je pense qu'évidemment, l'outil fiscal ne résout pas tout, et qu'il y a tout un tas d'autres politiques publiques nécessaires en termes d'organisation du marché du travail, de rôle des pouvoirs des syndicats, le salaire minimum, l'accès à l'éducation, la justice éducative, tout ça est absolument essentiel. Simplement, la fiscalité fait plus que redistribuer
après coup. C'est-à-dire la fiscalité, elle influence aussi la répartition primaire des revenus. On le voit très bien dans le cas de la politique fiscale de Roosevelt, du New Deal, quand il dit je veux un impôt de 100% au-delà $1 million d'aujourd'hui, bah, ça veut dire personne ne gagnerait plus $1 million. Et un impôt de cette nature collecterait zéro. Et simplement, ça dessine un modèle de société différent. Quoi. Bah, alors là, en l'occurrence, c'est simplement la proposition de Roosevelt, c'était littéralement de créer un revenu maximal légal. Et de fait, les États-Unis sont la démocratie qui se sont le plus approchés du revenu maximal légal. Voilà, c'est évidemment une façon d'influencer la distribution primaire des revenus avant impôt. Alors, quel rôle, justement, dans ce cadre-là, vous voyez, vous, à la politique monétaire qui, en fait, jusqu'ici, et notamment par l'action actuelle des banques centrales, a plutôt joué dans le sens d'un creusement des inégalités, notamment par la subvention en fait, des marchés financiers. On sait qu'autour de Bernie Sanders, il y a toute la réflexion autour de la MMT, et donc de cette idée qu'effectivement, on peut utiliser l'arme monétaire de façon très, très forte. Comment vous voyez, vous, cet élément-là, sachant que pour les gens de la théorie moderne de la monnaie, l'arme fiscale est un peu, est utile pour les inégalités, mais c'est un peu un gadget finalement. Ça ne sert pas à grand-chose pour le financement, disons, des politiques publiques. Comment vous regardez ça? Moi, je pense que les deux outils, le monétaire et la fiscalité, sont complémentaires. C'est-à-dire que dans la situation actuelle de très faibles taux d'intérêt sur la dette publique et compte tenu des besoins massifs qui existent en termes d'investissement, en particulier écologique pour le changement climatique, la transition énergétique, je crois que beaucoup d'économistes considèrent qu'il est parfaitement légitime d'emprunter et d'avoir des déficits élevés avec ces taux faibles pour financer ces investissements. Simplement, le déficit public ne va jamais permettre de réguler les inégalités ou de réguler l'économie de marché. La fiscalité, elle, a ce pouvoir-là. Et la fiscalité progressive des revenus et des patrimoines a ce pouvoir-là. Donc les deux outils sont nécessaires et sont complémentaires. Bien, si c'est bon pour toi, Romaric, on va vous remercier, Gabriel Zucman, pour cet entretien que vous nous avez accordé. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le triomphe de l'injustice. Merci à vous d'être passé dans les studios du Passage Brûlon. Et puis, restez avec nous, puisque dans un instant, on va passer au retour sur enquête, avec notamment les dernières révélations de Mediapart sur la FNSEA, ce grand syndicat agricole. À tout de suite. Mediapart.